Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues, mes chers amis. Il m'est très agréable de vous parler des données aujourd'hui, des études. Vous connaissez tous les études contrôlées randomisées, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a un certain nombre de données dans la vie réelle et qui reflètent la réalité. Et de quoi parle-t-on quand on parle de données de vie réelle ou données de vraie vie? Ce sont des données qui sont sans intervention sur les modalités usuelles de prise en charge des malades et ne sont pas donc collectées dans un cadre expérimental par rapport comme celles des essais contrôlés randomisés, mais qui sont générées à l'occasion de soins réalisés, comme vous le devinez, en routine pour un patient et qui reflètent donc a priori la pratique courante. De telles données peuvent provenir de différentes sources. Ça peut être des dossiers informatisés, des informations utilisées pour le remboursement des soins. Les assurances cherchent beaucoup à avoir ces informations collectées à partir de procédures de pharmacovigilance, de registres ou de cohortes, d'études ad hoc, à partir du web, des réseaux sociaux, des objets connectés. Bref, tout ceci peut donner un certain nombre d'informations qu'il faut savoir exploiter. Vous savez aussi que l'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament se fonde sur les résultats d'efficacité et de sécurité obtenus dans des essais cliniques le plus souvent randomisés, contrôlés et menés idéalement en double insu. En effet, le schéma de ces essais, dans lesquels les patients sont sélectionnés en fonction des critères d'éligibilité stricts, puis répartis aléatoirement entre le groupe auquel est administré le traitement et celui auquel est administré un autre traitement ou un placebo, c'est le groupe témoin, cette affectation n'étant connue ni du patient ni du thérapeute, et on parle de double insu, et assure donc le meilleur niveau de preuve scientifique, notamment le tirage au sort, et en évitant les biais de sélection qui ne sont pas toujours faciles, et surtout de confusion qui permet de bien imputer l'écart du résultat ou du médicament. Donc, les études bases de médecine et les études contrôlées randomisées sont utilisées, bien entendu, avec les experts dans l'élaboration des guidelines. Néanmoins, ce qui fait la force des études contrôlées randomisées constitue aussi sa faiblesse. La rigueur de son schéma expérimental est précisément sa limite pour conclure ce qu'il en sera une fois le médicament mis sur le marché, puisqu'on n'aura pas en vie réelle les mêmes patients sélectionnés. La population est beaucoup plus large par rapport aux patients sélectionnés initialement dans l'étude sur des critères d'inclusion et d'exclusion très stricts. Les résultats des études contrôlées randomisées ont donc une forte validité interne, mais ne sont pas facilement générables à la population qui est plus large et plus hétérogène dans la pratique. Et les anglo-saxons d'ailleurs utilisent deux termes pour distinguer l'efficacité, à savoir l'efficacité dans des conditions optimales, évaluées par les essais randomisés contrôlés, et l'effectiveness, l'efficacité dans les conditions habituelles d'utilisation en pratique courante. Vous voyez bien que lorsque on essaie de voir les études randomisées, les grandes études, Accord, Advance, Proactive, Record, VAEDT, et qu'on essaye de voir les patients dans la vie réelle, eh bien, ils n'incluent que pratiquement 11,4 pour Accord, 35,7 Advance est la plus avancée. Le reste, donc ça ne reflète pas la réalité. Les études randomisées, contrôlées, scientifiquement bien menées, sont très limitées pour les raisons de l'étude et les critères de l'étude. Et ceci montre le hiatus qu'il y a entre les études dans les essais cliniques et dans la vraie vie. Il y a une large éventail de différences dont on doit tenir compte et dont on doit étudier. Alors, dans les écarts concernant le GLP-1 et les inhibiteurs de la DDP4 entre études cliniques randomisées et dans la vie réelle, il y a des variations très importantes, particulièrement pour le GLP-1, qui est moindre pour les inhibiteurs de la DDP4. Et cet écart entre ce que dit la réalité et ce qu'on trouve dans les études cliniques est lié à une mauvaise adhérence du traitement dans la vie réelle. Et cette mauvaise adhérence au traitement est expliquée
par le manque de confiance, par la crainte, la suspicion, les effets secondaires, etc., etc., le risque d'hypoglycémie. Et donc, les études dans la vie réelle sont complémentaires des essais cliniques. Elles ne peuvent être que complémentaires. Et elles permettent en premier lieu d'observer dans quelle mesure les conditions des essais sont vérifiées dans la vraie vie. Et plus le temps passe, plus la population touchée est encore plus large et plus elles ont de la validité. Bien entendu, pour étudier le dosage, les conditions de prescription, l'observance. Elles peuvent porter, si l'information est facilement accessible, sur des populations numériquement plus importantes. Et il est ainsi largement admis qu'en matière de sécurité et d'effets indésirables, les observations en vie réelle sont essentielles aux études randomisées contrôlées. La principale critique adressée aux études observationnelles est le risque de biais pouvant entacher la validité des résultats, les patients exposés et non exposés n'étant pas par construction tirés au sort, les caractéristiques différentes des deux groupes peuvent expliquer, au moins en partie, les écarts observés, et ce fait, des biais de sélection ou de confusion ont été effectivement documentés dans certaines études. Donc, dans les thérapies hormonales substitutives recommandées en 2000, sur la base des résultats d'études observationnelles, ont montré dans un essai clinique publié en 2002 sur plus de 16 000 patientes des risques accrus de cardiopathie coronaire, de cancer du sein, de thrombose veineuse et d'AVC. Vous vous en souvenez, ceux qui sont les plus anciens dans la salle. Et ces risques n'avaient pas été mis en évidence dans les études observationnelles. Ces risques n'ont pas été mis dans les études observationnelles du fait de la non prise en compte de confusions telles que l'exercice physique, le tabac, le niveau d'éducation, de revenus. Donc il faut être extrêmement attentif que même ces études observationnelles doivent être menées avec beaucoup de soin et par des équipes entraînées. Ceci souligne l'importance des choix méthodologiques à opérer dans les études observationnelles pour optimiser leur niveau de preuve. Et c'est pourquoi un développement spécifique doit être consacré à cet aspect. Et au demeurant, l'exigence de qualité est aussi valable pour les essais que pour les essais randomisés contrôlés, qui dans la pratique ne sont pas toujours exempts de biais. Mais on aurait tort de limiter la question, même si elle est présentée ainsi, avec des débats entre les tenants de l'une ou de l'autre démarche, à une opposition entre les études contrôlées randomisées et les études observationnelles. En réalité, l'enjeu des données de vie réelle va au-delà de la seule démonstration d'efficacité ou de tolérance d'un produit. Elles peuvent constituer un levier majeur d'amélioration des pratiques, de progrès continu de la connaissance collective, de régulation par la qualité et la pertinence des soins. Et ces usages sont en train de se développer dans un certain nombre croissant de pays à mesure que les possibilités techniques de collecte et de traitement de l'information s'accroissent. Et il nous appartient à nous tous aussi de s'inscrire et de travailler pour mener de ces études observationnelles parce qu'il y va de la santé et du suivi et de l'évaluation de ce que nous faisons. La capacité aussi à mettre en œuvre une évaluation rigoureuse en vie réelle, donc reposant sur des standards validés et non contestables, s'impose. L'évolution aussi des paradigmes réglementaires, mis sur le marché précoce des traitements innovants, évalués sur des petits effectifs, les possibilités offertes par les avancées du numérique, en particulier les big data, les méta-analyses, vont bouleverser le paysage de l'évaluation et de la production d'informations. Et ce repositionnement vers le terrain exigera, entre autres, une contre-expertise observationnelle de grande qualité. Surveiller la sécurité et le bon usage des produits de santé en vie réelle, on prend l'exemple du Mediator, pour vous montrer à quel point elles peuvent être utiles pour attirer l'attention. Vous savez qu'en 2009, l'affaire du Benfluorex a fait prendre conscience, même si de nombreuses études avaient été menées antérieurement sur des bases de données issues de l'assurance maladie, le Benfluorex, commercialisé sous le nom du Mediator par des laboratoires Servier de 1976 à 2009, est un principe actif chimiquement proche de la norphenfluramine, une substance anorexigène, elle-même proche de l'amphétamine.
Le laboratoire a commercialisé ce produit en mettant en avant, plutôt que ses propriétés anorexigènes, qui étaient démontrées, son indication comme adjuvant au traitement des troubles du métabolisme des lipides, sur les hypertriglycéridémies, et des troubles du métabolisme des glucides, le diabète avec surcharge pondérale. Et des signaux de pharmacovigilance existaient depuis plusieurs années, même s'ils étaient en nombre restreint, et auraient pu déjà, compte tenu de sa faible efficacité, conduire à une décision de retrait du produit. C'est dans ce contexte qu'en marge d'un congrès, une épidémiologiste d'un centre de lutte contre le cancer ayant participé à ces débats a demandé à un médecin des caisses d'assurance maladie en France s'il pouvait interroger sur la base des données du système national d'information interrégime pour avoir aussi un lien entre l'exposition au benfluorex et la survenue de valvulopathie cardiaque pouvait y être décelée. Et ça n'a pas tardé. 2 semaines après, on suffit pour mettre en évidence un résultat massif sur une cohorte exhaustive de diabétiques relevant du régime général, âgés de 40 à 69, soit près d'1 million de diabétiques, et d'une comparaison exposée-non exposée, les données chaînées du CINREM et du PMCI ont montré que l'exposition au benfluorex multipliait par 3 le risque d'être hospitalisé pour insuffisance valvulaire par 4, celui d'être hospitalisé pour insuffisance aortique ou remplacement valvulaire. De quoi parle-t-on quand on parle des études dans la vie et des évidences dans la vie réelle? Ces études sont importantes parce qu'elles peuvent informer le thérapeute sur les différentes étapes du développement de la recherche, du patient, du système de santé. On peut poser des questions, on peut avoir des informations sur toute la chaîne du traitement et du suivi. Et différentes personnes, différents partenaires sont intéressés par ces études. Ce sont le prescripteur, mais aussi ce sont les autorités médicales, c'est le payeur, les assurances, et c'est pour ça que les assurances réunissent régulièrement les données, et aussi le patient. Regardez la masse d'informations qui est en train de se développer avec ces études qui se développent et qui vont dans le sens d'une augmentation pour éclairer davantage sur la décision médicale, sur les soins, sur les changements qu'il faut apporter. Et lorsqu'on compare les études contrôlées avec les évidences dans la vie réelle, eh bien, il y a des différences, bien entendu. Mais ça se complète. Par exemple, si vous prenez les groupes qui sont étudiés dans les études randomisées, ils sont très homogènes, très sélectionnés, alors qu'ils sont hétérogènes, reflétant la réalité dans les études dans la vie réelle. La même chose pour le monitorage du patient. Et toute question peut être posée. Et en général, ça complète ce que font les études randomisées. Et c'est à partir de différentes sources d'informations, en posant les bonnes questions, en cherchant à différents niveaux, on peut chercher, trouver, et bien entendu par des gens habitués et par des équipes médicales pour répondre à une question. Dans le passé, les études dans la vie réelle, c'était comme sur la photo de gauche. C'était très... Aujourd'hui, ces études dans la vie réelle, avec les outils informatiques, avec les outils de suivi, avec les statistiques et les épidémiologies, on peut mener et apporter des informations très intéressantes aux différentes questions, parce qu'on a affiné la problématique. Et les usages possibles de ces données dans la vie réelle sont très nombreux, sur la sécurité des produits, sur la prise en charge financière, combien est importante, sur l'efficacité et l'efficience en vie réelle, sur les échanges et les comparaisons pratiques, sur la production de connaissances pour développer de nouveaux traitements ou services, et aussi parce qu'on est en face d'une médecine personnalisée. Aujourd'hui, c'est le médecin qui est au centre de la discussion, et même les guidelines que nous avons, en particulier pour le diabète, centrés sur le diabète. Et ceci va avoir
naturellement un impact direct et indirect sur les futurs guidelines. En conclusion, je dirais que les études dans la vie réelle permettent d'observer dans quelle mesure les conditions des essais dans la vie, vraie vie, sont importantes. Elles portent sur des populations numériquement plus importantes, ce qui peut permettre à l'évidence des effets non repérables dans les essais cliniques du fait des effectifs limités des patients inclus. Et donc ces études sont essentielles en complément des essais cliniques, et ce d'autant plus que les résultats des essais sont difficilement transposables à la population globale. Les patients à plus haut risque, les effets indésirables, les personnes âgées, les personnes fragiles, les comorbidités multiples n'étant souvent pas inclus. Et elles peuvent constituer un levier majeur d'amélioration des pratiques, de progrès continu de la connaissance collective, de régulation par la qualité et la pertinence des soins. Et bien entendu, dans cette approche de médecine personnalisée, il y aura un impact direct et en tout cas indirect sur les futurs guidelines des études dans la vie réelle. Je vous remercie.